Le 21 septembre 2001, à Toulouse, à 10h17, la terre a tremblé comme si une bombe venait d'exploser. Pourtant, il ne s'agissait pas d'un attentat, ni d'une frappe militaire, mais d'une usine, une simple usine chimique, installée là depuis des décennies, au cœur même de la ville. En une fraction de seconde, des dizaines de milliers de vitres ont volé en éclats. Des quartiers entiers ont été ravagés, 31 vies ont été fauchées et plus de 2500 personnes blessées. Tout cela à cause de quelques centaines de tonnes de nitrate d'ammonium mal stockées. L'histoire aurait pu rester cantonnée aux archives judiciaires et aux rapports techniques. Pourtant, elle dit beaucoup plus que cela. Elle révèle à quel point la vie moderne repose sur des bombes à retardement invisibles posées parfois à 2 pas de nos maisons. Et elle rappelle que la survie ne dépend pas seulement de grandes catastrophes mondiales, mais aussi de ces accidents ordinaires qui basculent soudain dans l'extraordinaire. Dans cette vidéo, nous allons replonger dans l'une des plus graves catastrophes industrielles survenues en France, l'explosion de l'usine AZF, et en tirer des enseignements concrets pour comprendre comment réagir et augmenter ses chances de s'en sortir si un tel scénario venait à se reproduire. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. C'est parti! Dans les minutes qui suivent l'explosion, personne ne comprend. Nous sommes 10 jours seulement après le 11 septembre. L'idée d'un attentat terroriste surgit immédiatement, relayée par la panique et les rumeurs. Les réseaux téléphoniques s'effondrent, saturés par des centaines de milliers d'appels simultanés. Les parents cherchent leurs enfants, les habitants veulent savoir si leurs proches sont encore en vie, mais rien ne passe. C'est un chaos de confusion et de silence, interrompu par les sirènes qui tournent en boucle. C'est là qu'un détail simple prend toute son importance. Sans communication, la survie dépend de ce qui a été prévu avant. Les familles qui avaient convenu d'un point de rencontre clair se retrouvent malgré la pagaille. Celles qui n'avaient rien anticipé errent dans la ville sans nouvelles, à la merci des circonstances. L'effondrement commence toujours par la désorientation. À proximité du site, l'onde de choc a déchiqueté les vitres et projeté des éclats de verre comme des projectiles. Dans certaines écoles, des dizaines d'élèves se retrouvent couverts de sang en quelques secondes. Les secouristes décriront plus tard des salles de classe transformées en véritables champs de bataille sans qu'une seule balle n'ait été tirée. La plupart des blessés de l'accident n'ont pas été écrasés par les gravats, mais lacérés par ces fragments de verre tranchants. La réalité est brutale. Dans un environnement urbain, la menace ne vient pas toujours des armes ou des flammes, mais des matériaux du quotidien. Savoir s'éloigner rapidement des fenêtres, protéger ses yeux et disposer de moyens pour arrêter une hémorragie peut paraître anecdotique, jusqu'au jour où cela devient vital. Pendant ce temps, un autre danger se propage, invisible. Le souffle a soulevé un immense nuage de poussière et de produits chimiques. Les habitants, hébétés, respirent à plein poumon sans se poser de questions. Certains ferment leurs portes et leurs fenêtres quand elles n'ont pas été détruites. D'autres fuient à l'extérieur alors qu'aucune information fiable n'est encore transmise. Personne ne sait si l'air est toxique. C'est la peur, encore une fois, qui guide les décisions. C'est dans ce type de situation que la préparation fait toute la différence. Un simple masque filtrant, rangé dans une armoire ou un sac, peut empêcher des substances nocives d'entrer dans les poumons. Un geste aussi banal que couper la ventilation ou s'abriter dans une pièce fermée peut réduire l'exposition. Mais pour cela, encore faut-il avoir réfléchi à l'avance, et non dans l'instant de panique. Les secours arrivent rapidement, mais ils sont débordés en quelques minutes. Le bilan humain est trop lourd, les structures trop nombreuses à sécuriser, les appels au secours trop dispersés. Pour un habitant ordinaire, cela signifie une seule chose. Pendant de longues heures, il faut se débrouiller seul. Attendre un brancard ou une équipe médicale n'est pas réaliste quand des milliers d'autres blessés crient en même temps. Ceux qui disposaient d'une trousse de premiers soins chez eux ou qui connaissaient les gestes de base ont pu limiter les dégâts en attendant une prise en charge plus tardive. Dans une situation d'urgence, les premières minutes sont décisives. Elles ne se jouent pas à l'hôpital, mais sur place, avec ce qu'on a sous la main. Très vite, certains quartiers sont déclarés inhabitables. Les murs se sont fissurés, les toitures menacent de s'effondrer, des immeubles entiers doivent être évacués.
des milliers de personnes quittent leur logement avec pour seul bagage les vêtements qu'elles portaient. Pas de papier, pas de médicaments, pas de réserve d'eau. Beaucoup sont hébergés dans des gymnases ou des hôtels improvisés. Certains ne rentreront jamais chez eux. Cette scène révèle un autre aspect fondamental de la survie urbaine. Être capable de partir sans délai, avec l'essentiel. Un sac prêt, contenant de quoi tenir quelques jours, peut transformer une évacuation brutale en épreuve supportable. Ceux qui l'avaient préparé sont partis plus sereinement. Les autres ont été ballottés au gré des décisions administratives, dépendant des distributions et des abris de fortune. À ce stade, une question se pose. Est-il possible d'anticiper un tel événement? La réponse est oui, au moins en partie. Chaque commune française dispose d'un document que la plupart des habitants ignorent, le DICRIM, le document d'information communale sur les risques majeurs. Il répertorie précisément les menaces locales comme les inondations, les séismes, les risques industriels, les zones Céveso. Le consulter, c'est savoir si une usine chimique se trouve à 2 rues, si une digue menace de céder ou si une voie ferrée transporte chaque nuit des wagons chargés de chlore. Il a été institué par la loi en 2004 et facilite ainsi le partage d'informations. Connaître ces données ne permet pas d'empêcher une catastrophe, mais cela permet de se situer, d'imaginer des scénarios, de prévoir un repli, d'équiper un domicile. Bref, de réduire la part d'inconnu. C'est un paysage qui a l'air dévasté. C'est l'ensemble de l'usine qui est rasé ou c'est resté localisé? Pratiquement. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Dans les semaines qui suivent l'explosion, la vie ne reprend pas comme avant. L'économie locale s'effondre, des entreprises ferment, des milliers d'emplois disparaissent. Les relogements s'éternisent, les assurances tardent à indemniser, les familles vivent dans l'incertitude. Plus encore que le choc initial, ce sont les conséquences de long terme qui pèsent. L'accident n'a duré qu'une seconde, mais ses séquelles se comptent en années. Pour un survivaliste, la leçon est claire. Il ne suffit pas de survivre au premier choc. Encore faut-il tenir dans la durée. Perdre son logement, son travail et son voisinage du jour au lendemain n'a rien d'abstrait. C'est arrivé à des milliers de personnes à Toulouse en 2001. Ceux qui disposaient d'une famille élargie, d'un lieu d'accueil hors de la zone sinistrée ou d'économies de côté ont traversé l'épreuve avec un peu plus de stabilité. Les autres se sont retrouvés prisonniers d'un quotidien chaotique. Avec le temps, la mémoire collective s'estompe. Toulouse a été reconstruite, l'usine a disparu du paysage et beaucoup ont fini par oublier. Pourtant, l'accident d'AZF reste un avertissement. Il rappelle que les catastrophes ne viennent pas toujours de loin. Elles peuvent surgir du cœur même de la ville, au détour d'un entrepôt ou d'un site industriel dont on ne remarque plus l'existence. Pour rester vigilant, il faut poser la bonne question. Et si demain, la même explosion se produisait à quelques kilomètres de chez vous, seriez-vous prêt? Sauriez-vous comment protéger vos proches? Où aller? Quoi emporter? Comment respirer? Ou bien refermeriez-vous les yeux, comme la plupart des habitants de Toulouse en 2001, jusqu'à ce qu'il soit trop tard? L'accident d'AZF n'a pas seulement détruit une usine et des quartiers, il a brisé l'illusion d'une sécurité acquise. Il montre que la frontière entre la vie quotidienne et le chaos est plus fine qu'on ne l'imagine. Il suffit d'un instant, d'une étincelle, pour basculer. Le reste n'est qu'une question de préparation pour éviter de subir les événements. Bref, l'effondrement.